lorsque les administrateurs du réseau s'étaient réunis il y a quelque temps et ils avaient exprimé l'idée, l'envie de faire. Donc on s'était dit qu'on ferait intervenir quelqu'un et l'idée c'était d'échanger autour de l'idée qu'il y a un contexte qui polarise un peu des tensions et qui rend compliqué peut-être d'autant plus. Les missions de chacun d'entre nous, d'autant plus qu'on travaille sur des quartiers voilà, populaires et qui sont stigmatisés, qui sont concernés par les tensions qu'on évoque et dans les médias et au quotidien dans la société. Voilà, on a sollicité plusieurs personnes et puis Hervé nous a fait une proposition lorsqu'on l'a rencontré il n'y a pas longtemps. C'était de revenir, je crois, sur un de ses derniers ouvrages qui s'appelle Décloisonner les identités et d'évoquer ce qu'il appelle une relation humaine éthique ouverte et qui permet d'accéder à toute l'épaisseur de l'autre. J'ai noté ça en mot à mot. Et voilà, et quand il nous a présenté ce qu'il pourrait, ce sur quoi il pourrait intervenir, on a été enchantés. On s'est dit qu'on a souvent l'habitude de parler de thématiques, de projets, de choses comme ça, et on parle peu, ou des métiers, de nos postures de métier. Et on parle peu des relations qu'il y a entre nous professionnels et habitants, entre habitants et tel autre type d'acteur. Bon, bref. Et je crois que ça va être au cœur de son propos. Donc on vous propose qu'Hervé Marchal intervienne, je crois, c'est une quarantaine de minutes. Oui, c'est Comme ça, ça. ouais. Je vais mettre un chrono à 35, comme ça je te sonnerai l'alerte. Ça roule. Et puis après, on pourra échanger un peu et tranquillement aller jusqu'à 15h30. Voilà, je précise juste, Hervé, je vais pas avoir l'exhaustivité, mais en gros, là, autour de l'écran, ce sont des gens qui travaillent, donc des chargés de mission, des directeurs de service, ci ou ça, au sein de collectivités en lien avec les quartiers populaires souvent. On a une personne qui travaille pour un réseau de bailleurs sociaux. On a une personne qui travaille pour la DRETS, Nico Bachet, c'est écrit sur sa vignette. Et d'ailleurs, le réseau des HLM aussi, c'est écrit, c'est Sandrine Gournay, avec qui on avait travaillé il y a quelque temps. Voilà, et quelques autres. Voilà, vous pouvez vous renommer, si vous voulez, même deux personnes du réseau HLM. Merci. Voilà, et je vois Jacquier et Pierre B, si vous voulez vous renommer éventuellement, pour qu'on en sache plus sur votre prénom, ne serait-ce que ça. Ça peut être bien. Et Hervé, je te passe la parole, si ça te va. Oui, merci beaucoup, Johan. Donc, rebonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, hein, je suis Hervé Marchal, je suis sociologue et simplement quelques petits mots de présentation. Je connais bien les quartiers d'habitat social et les bailleurs sociaux puisque j'ai fait une thèse sur les gardiens d'immeubles. Et alors, ça date un petit peu maintenant, il y a une vingtaine d'années. Mais pendant un an, j'étais gardien d'immeubles hein, pour différents bailleurs sociaux sur 6 sites à travers la France. Et après, j'ai pas mal travaillé pour les bailleurs sociaux notamment. Donc, et je suis en contact encore des fois avec quelques bailleurs sociaux. Et en filigrane de l'ensemble de mes travaux de recherche depuis aujourd'hui, depuis 25 années quasiment maintenant, eh bien, j'ai toujours travaillé sur la notion d'identité qu'on va retrouver cet après-midi et notamment aussi la notion de relation. Et c'est quoi le relationnel? Et ce relationnel, ben, on va le travailler ensemble cet après-midi, voir ce qui peut se cacher derrière. Je vais vous proposer une approche qui est fondamentale en tout cas dans mes travaux, mais aussi pour le sociologue et peut-être aussi la personne que je suis. Et on va voir donc ce qui se cache derrière. Et effectivement, ça fait écho à ce que j'ai développé plus précisément dans un ouvrage paru l'an passé qui s'intitule Décloisonner les identités où en fait je pars d'un constat qui est celui de la banalité du mal identitaire. J'ai appelé ça comme cela, la banalité du mal identitaire. Alors bien sûr, j'avais en tête les travaux d'Hannah Arendt hein, sur la banalité du mal. Et c'est quoi la banalité du mal identitaire? Eh bien, et on y reviendra, c'est projeter sur l'autre des identités négatives, c'est projeter sur l'autre des préjugés, des notions disqualifiantes, etc. Et ça, on va y revenir parce que ça correspond à une des trois logiques que je vais identifier cet après-midi pour mieux comprendre ce que c'est le relationnel. Et aussi au cours de travaux relatifs à la relation de soins,
notamment dans des hôpitaux, parce qu'on a aussi mené quelques recherches, eh bien, au fur et à mesure du temps, je suis parvenu à mettre en évidence donc, trois relations d'identification à l'autre, trois relations d'identification à l'autre, des logiques identificatoires, si vous voulez, et qui permettent de penser effectivement ce que j'ai appelé, Johan l'a rappelé, ce que j'ai appelé une relation éthique. Une relation éthique, effectivement, qui est de fait ouverte et qui permet d'accéder, oui, à ce que j'appelle toute l'épaisseur de l'autre, et on va voir ce que ça signifie. Alors, je vais aller tout de suite dans le vif du sujet. Donc, derrière le relationnel, derrière ce qu'on appelle le relationnel d'une façon générale, il y a donc bien à mon sens, aujourd'hui, en l'état en tout cas, moi, de tout ce que j'ai pu lire, de toutes les recherches que j'ai pu mener, et on pourra bien sûr en discuter, il y a trois façons de regarder l'autre, de l'appréhender, de le considérer. Ces trois logiques d'identification de l'autre sont respectivement, premièrement, l'humanisation, on va voir ce que ça recouvre. Deuxièmement, il y a la catégorisation, donc humanisation, catégorisation et troisième logique, la personnalisation. Je développe tout de suite, si vous voulez bien, la première logique, l'humanisation. Cette logique d'humanisation, elle correspond à quoi? À un niveau de conscience qui nous permet d'accéder à ce qui est universel chez l'autre, c'est-à-dire ce qui est à la fois chez moi et chez l'autre. Je suis dans un niveau de conscience à même d'accéder finalement à quoi? Eh bien, à l'existence de caractéristiques, de qualités propres à l'être humain. On pourrait dire aussi de facultés, de dispositions, de prédispositions propres à l'être humain. Euh, et là, quand on a dit ça, eh bien, il s'agit de bien comprendre. Alors, je vais prendre un exemple, que ça va être plus simple. Si, par exemple, Johan, cet après-midi, tu me dis, oh, j'ai une rage de dents, oh, j'ai mal aux dents, c'est affreux, je suis quand même avec vous, mais peut-être que je vais couper mon écran et je suis pas sûr d'être là à 16 heures. Eh bien, c'est un exemple important pour bien comprendre l'humanisation, parce que comme nous dit le philosophe, alors je ne vais pas vous abreuver hein, de références, mais Ludwig Wittgenstein, philosophe du XXe siècle, on peut faire l'hypothèse que le mal dedans de l'autre et le mien, eh bien, ont une identité. Ça veut dire ils relèvent, ils relèvent de l'universalité humaine parce qu'en fait, on a mal aux dents et on a la même douleur. Alors, pas exactement, on le dit bien évidemment pas de la même façon, mais il n'empêche que je peux faire l'hypothèse que la rage de dents chez l'autre, elle ressemble à la mienne parce que nous sommes des êtres humains. Et là, il s'agit de penser précisément l'identité humaine. Et là, si on a ça en tête, eh bien, on commence à bien comprendre qu'en fait, on peut déjà communiquer avec tout être humain et qu'on peut être affecté, interpellé par l'humanité de l'autre. Alors, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que ça, ça appelle une faculté humaine, c'est-à-dire l'humanisation va de pair avec une faculté humaine, ça veut dire une qualité humaine que nous avons et qui a été nommée par de nombreux philosophes, notamment du XVIIIe, XIXe siècle, et ça a été oublié dans l'histoire des idées très largement, c'est la faculté de sympathie. La sympathie, c'est quoi? Ben, c'est précisément la faculté à communiquer, à être sensible à l'autre en tant qu'être humain. En tant qu'être humain. La faculté de sympathie, elle ouvre sur l'universel. Et à nouveau, si je reprends mon exemple de la rage de dents de Johan, eh bien, euh, je le comprends en tant qu'être humain. Je ne suis pas en train de comprendre Johan en tant que personne singulière. Je le comprends en tant qu'être appartenant à la même espèce que moi. Et ça, à nouveau, ça valide l'hypothèse que la communication avec l'autre, elle est toujours possible. Pour autant, bien sûr, qu'on le veuille, mais elle est toujours possible. Et cette faculté de sympathie, qui a été à nouveau oubliée dans l'histoire des idées, et moi, on ne me l'a jamais enseigné, il a fallu que ce soit des collègues de la revue du mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, la fameuse revue du MOS, que j'apprécie particulièrement, qui sortent un numéro effectivement assez décapant et assez corrosif, me semble-t-il, dans l'histoire des idées, sur cette faculté de sympathie pour bien comprendre, effectivement, eh bien, ce qu'on met en œuvre, ce qu'on met en œuvre dans cette logique d'humanisation. Alors, cette logique d'humanisation, je vous disais, elle renvoie à des qualités et des caractéristiques propres à l'être humain.
c'est pareil, je vous prends un exemple, hein, elle va, en tant qu'être humain, nous avons, bah tiens, ça tombe bien parce qu'on en parle cet après-midi, nous avons des besoins relationnels. Ces besoins relationnels, ils sont profondément universels, profondément humains, humains, si humains, tellement humains, des fois même trop humains. Mais jusqu'à preuve du contraire, si on est là, on partage ce moment cet après-midi, et si on peut être en relation, c'est parce que quand nous sommes venus au monde, nous avons été accueillis par d'autres êtres humains, et à minima, ils ont pris soin de nous. Aucun être humain ne vit sans relation. Et on voit bien qu'ici, donc, on accède effectivement à des besoins fondamentaux. Et ce besoin relationnel, vous le connaissez bien pour la plupart d'entre vous dans votre travail, mais on le connaît aussi dans notre vie personnelle. Et on accède finalement dans cette logique d'humanisation à ce qui fait qu'on se sent être des êtres humains. Et par exemple aussi, quelque chose qui est tellement humain, c'est la question du sens. C'est la question du sens. Si on est là cet après-midi ensemble, c'est qu'à minima, on donne du sens à notre vie et on donne du sens à ce que l'on fait pour justement être connecté et partager ce moment. Mais on voit bien qu'à des moments, la question du sens, elle peut être, la question du sens, elle peut être, elle peut ne pas se voir apporter de réponse, par exemple, quand quelqu'un de proche meurt, je me rappelle à une recherche dans un hôpital, dans un service de soins palliatifs pour enfants, c'était dur, et donc on avait des enfants atteints de leucémie, et dans le service de soins palliatifs, ils ne sortaient pas, hein. Et là, il y a eu des moments de suspension. J'ai la chair de poule quand je vous parle de tout ça. Je vais vous donner quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il y avait un enfant, 8 ans, il avait un lymphome. Tous les antibiotiques possibles ne font pas du tout effet. Et ce jeune, cet enfant, moi je suis un observateur, hein, de ce service, nous regarde et nous dit, il dit à ses parents, ne pleurez pas, je veux pas que vous pleurez, je sais que je vais mourir, mais gardez une bonne image de moi, je voudrais qu'on partage. Incroyable ce qu'il a sorti, ce gamin. Et là, il y a il y a des moments de suspension dans la vie, on se regarde dans les yeux, on n'a pas de mots, et on est confronté à quoi? Bien à la question du sens, ou plutôt du non-sens, à nos propres angoisses, au vide. Et là, on se regarde simplement dans notre humanité. Là, c'est une humanité saillante. C'est une humanité qui, vous voyez, qu'on n'a pas tellement envie de vivre à certains moments. Et je pense à ce moment-là que j'ai compris c'était quoi la logique d'humanisation. Dire qu'il n'y a plus d'artifice identitaire. La culture de l'autre, la couleur de peau de l'autre, la religion de l'autre, le statut de l'autre, tout ça vole en éclats. Et si on se regarde de façon terrible, crue, saillante à nouveau, dans ce que nous sommes en tant qu'être humain, et là dans notre désarroi. Dans un désarroi ça dure 10 secondes, 20 secondes, parce qu'après on remet du sens, après on va chercher des valeurs, etc., parce que c'est pas supportable. Mais là, on voit bien qu'on est de fait dans une logique d'humanisation. Et à certains moments, moi, dans nos quotidiens, notamment professionnels, à tout moment, on peut être interpellé, effectivement, simplement parce que vit l'autre, dans son humanité. Dans son humanité, parce que l'autre, il a faim, parce que l'autre, il a froid, parce que l'autre, il a du moisi dans son logement, et quelle que soit sa culture, quelle que soit sa langue, eh bien, on peut être affecté par cela. Je ne dis pas qu'il faut être toujours dans la logique d'humanisation. Je ne dis pas ça du tout. Parce que cette logique d'humanisation, elle doit exister, parce qu'elle nous permet justement d'être moins dans la banalité du mal identitaire, mais il n'empêche qu'elle ne se suffit pas du tout elle-même. Parce qu'être dans l'humanisation, c'est aussi être, des fois, trop submergé par le quotidien. C'est aussi être trop sensible à certaines causes. Et donc cette logique d'humanisation fait partie des trois logiques qu'on va voir ensemble, mais c'est qu'une logique parmi d'autres, et je ne vois pas pourquoi elle serait centrale et cruciale, elle doit exister. Mais à nouveau, si on est trop dans notre logique d'humanisation, eh bien ça peut poser problème. Donc j'en viens justement à une deuxième logique, cette logique de catégorisation. La catégorisation n'est pas un problème. Dans nos relations sociales, on est toujours, plus ou moins, hein, mais très souvent, peut-être pas toujours, mais en train de catégoriser l'autre. Par exemple, cet après-midi, j'ai regardé rapidement quand tu parlais, Johan. Alors, je tutoie Johan, mais on se connaît très très peu. On s'est rencontrés à quelques reprises professionnellement, mais je crois comme que j'ai vu un ou deux noms qui font sens pour moi. Donc, mais je connais personne personnellement, et personne me connaît personnellement. Donc, vous me catégorisez, vous donnez du sens à travers des catégories que vous mobilisez. Pourquoi? Ben, pour m'apprivoiser, pour savoir qui je suis. Alors, je suis quoi, un sociologue? Je suis un intello? Je suis quelqu'un qui a des lunettes rouges? Vous voyez, vous m'avez catégorisé et vous mettez des catégories sur moi, vous n'avez pas de choix. Et c'est très bien, alors surtout si elles sont positives, hein. C'est un peu moins bien si elles sont négatives, bien évidemment. Mais donc la catégorisation n'est pas un problème. Elle est même humaine, hein.
Hein, à nouveau, c'est ce qui nous permet de domestiquer, d'apprivoiser, de nous situer dans le monde. On a plein de catégories en tête. En outre, elle est d'autant moins un problème, la catégorisation, que les catégories que nous mobilisons, eh bien parfois peuvent mettre sur un pied d'égalité des individus qui vivent des situations très différentes. Je vous prends un exemple qui m'avait beaucoup marqué. Imaginons que nous soyons dans un sas d'urgence à l'hôpital, et puis un homme arrive, mon exemple il est vrai, hein. Cet homme il arrive, il est blessé, et c'est un homme qui vient de commettre des actes terribles envers une autre femme. Il arrive aux urgences, cette femme médecin, des infirmières, un infirmier l'accueille, et s'il le considère comme un violeur, eh bien, ils vont avoir du mal à le soigner. Et là, ils vont mobiliser une catégorie qui va, qui va leur permettre finalement de le considérer de manière égalitaire avec d'autres. Ils vont le considérer comme un patient, va devenir un patient. Donc on le catégorise là, on le réduit à très peu de choses l'autre. Mais cette catégorie le met sur un pied d'égalité et on va être en mesure d'être un ou une professionnelle. Et vous, moi, on fait pareil dans notre travail. À certains moments, on catégorise radicalement l'autre parce que c'est notre métier et que finalement, ça le met sur un pied d'égalité. Et c'est bien en tant que patient, vous en tant, peu importe, hein, que jeune, que délinquant, par exemple. Oui, cette personne est délinquante parce qu'elle a commis ça, mais aussi que pauvre. Moi, avec mes étudiants, parfois, je les réduis à une seule identité sociale. Mais ça, effectivement, on va voir que ça peut poser problème, mais c'est aussi un formidable moyen pour finalement s'adresser à l'autre et faire comprendre à l'autre que je le soigne, que je prends soin de lui, que je vais l'aider, ou simplement, ou pas. Je peux aussi le punir pour ça, mais en tant que cette identité sociale qui fait sens. Donc c'est absolument fondamental, hein. Quand j'ai des étudiants, moi, dans un amphithéâtre ou en cours, peu importe, je les considère bien, avant toute chose, comme des étudiants et des étudiantes, et à ce titre-là, je leur dois un infini respect, et je leur dois effectivement, en plus, une qualité pédagogique. La catégorisation, ce n'est pas un problème non plus parce qu'il y a catégoriser l'autre, mais il y a aussi s'auto-catégoriser. Des fois, on se réduit nous-mêmes à une identité sociale, à une seule catégorie. On appelle ça un peu des refuges. Et s'auto-catégoriser, se réduire soi-même finalement à une identité professionnelle, hein, Johan, tu en as énoncé quelques-unes qui vous concernent, eh bien, c'est quoi? C'est se protéger. Je ne suis pas une femme, je ne suis pas un homme, je ne suis pas un papa, je ne suis pas une maman, je suis rien de tout ça. Je suis un professionnel, je suis droit dans mes bottes. L'expression, elle est excellente, moi je trouve. Droit dans mes bottes, ça veut dire quoi? Je me réduis et je me rigidifie moi-même, et bien souvent même je le vis corporellement, dans une identité sociale, et c'est comme ça que je vais me poster par rapport à l'autre, que je vais me tenir, me présenter, agir professionnellement. Et c'est comme ça donc que aussi je vais me protéger, par exemple d'une trop forte sensibilité, parce que mes émotions sont trop fortes, donc j'ai besoin de me protéger. Et ça fait partie, bien évidemment, du quotidien de vous, mais aussi du mien. Et ça, à nouveau, c'est pas du tout un problème. Et alors, si on va un peu plus loin, je me rappelle très bien une recherche à nouveau qu'on avait menée dans un hôpital. Et puis, je dis aux infirmières, quand vous êtes dans votre sas, là, vos coulisses, euh, ça va, vous rigolez bien, vous vous lâchez, hein. Oh, pas trop, Hervé, monsieur, ou je sais plus, je me disais monsieur Marchal, je sais plus comment il m'appelait, mais bah non, elles étaient gênées. Je leur dis, mais c'est pas un problème. Parce que quand vous rigolez pas de l'autre en tant qu'être humain, vous rigolez de catégorie. Vous rigolez de la chambre 403, du poilu de la chambre 202, et c'est pas un problème. Rigoler d'un être humain qui souffre, par exemple, ça s'appelle du sadisme. Mais par contre, rigoler d'une catégorie, ça s'appelle de l'humour. Et l'humour, et moi aussi, bien évidemment, que j'en fais dans mon quotidien, l'humour, quand il repose sur une catégorie, il pose aucun problème. C'est un moyen de décompresser. Je rigole d'une catégorie qui est absurde. Je sais très bien que l'autre n'est pas qu'un numéro de chambre. Je sais très bien qu'un étudiant n'est pas qu'un étudiant. Je sais très bien qu'un être humain n'est pas que poilu ou pas. Et donc, à certains moments, je vais assumer finalement mes catégories, j'ai envie de dire mes pauvres catégories, je les assume, mais ça me permet de décompresser. Et ça me permet finalement de rire de quelque chose, écoutez bien, qui n'est pas, qui est désacralisé, qui est presque, je suis désolé, qui est un peu con en fait. Et bien évidemment, ça nous arrive à toutes et à tous.
Donc la catégorisation, de ce point de vue-là, elle est tout à fait intéressante et tout à fait salutaire. Mais bien évidemment, et c'est tout, c'est là que la logique de catégorisation, il faut toujours, comment vous dire, euh, l'appréhender avec prudence. La catégorisation, il y a tout ce que je viens de vous dire, mais la catégorisation, dès lors qu'elle devient radicale et qu'on croit à nos catégories, là, c'est tout autre chose. Dès lors que nous croyons en nos catégories, c'est tout autre chose. Euh, Catégoriser l'autre est une chose, croire aux catégories que je projette sur l'autre en est une autre. Catégoriser l'autre est une chose, mais croire aux catégories que je projette sur l'autre en est une chose. Ça vaut pour moi cet après-midi. Moi, vous êtes des professionnels, je vois à peu près très bien les services dans lesquels vous travaillez, donc je vous catégorise et je m'adresse à vous au nom de cette catégorie. Mais par contre, si je crois que vous n'êtes que cela et que vous n'avez pas d'autres identités, là, ça devient beaucoup plus problématique. Et c'est vrai à l'hôpital quand on pense qu'un malade, par exemple, n'est qu'un malade. Et donc, la catégorisation, quand elle se radicalise, elle simplifie outrageusement l'autre. Moi, je dis souvent, elle le mutile identitairement. Et surtout, quand on est convaincu des catégories qu'on projette sur l'autre et qu'on y croit, eh bien, on se permet. On se permet quoi? De disqualifier l'autre, d'ostraciser l'autre, de le déshumaniser. Et le déshumaniser, ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'extraire de la commune humanité. Ça veut dire que la logique d'humanisation, on n'y est plus. On n'y est plus du tout. Et toutes et tous ici, on peut finalement, à certains moments, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est dans nos préjugés, et vous et moi, être dans nos catégories, croire comme qu'elles sont quand même pas mal et quasiment vraies. Et on pense que l'autre, finalement, il n'est qu'à, qu'il ne se réduit, pardon, qu'à ce qu'on pense qu'il est. L'autre, on le réduit et on pense qu'il n'est que ça. Or, bien évidemment, l'autre, il n'est jamais que cela. Il est toujours plus l'autre que ce qu'on croit qu'il est. Mais la catégorisation, lorsqu'elle est radicale, eh bien, comment vous dire, elle fait qu'il n'y a plus mais de sympathie dans nos yeux. Et quand l'amour a déserté notre relation à l'autre, et notre façon de regarder à l'autre, l'amour au sens très général du terme, eh bien, on se permet beaucoup de choses, nous autres, les êtres humains, toutes et tous. La catégorisation radicale nous rappelle que vous, moi, on peut être monstrueux avec l'autre assez rapidement. Assez rapidement. Juste avant la visioconférence, je dirige moi une structure, une infrastructure de recherche. Il y a 25 personnes et j'ai eu un différend à régler là. La personne était dans ses émotions. C'est quelqu'un que j'apprécie hein, vraiment très 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 sincèrement. Et dans ses catégories. Ben, je l'ai amené pendant un quart d'heure. Donc vous aviez un peu de retard, mais ça m'a bien finalement ça m'allait. Et ben et il a fallu baisser la pression et qu'il relativise ses catégories parce que c'est quelqu'un qui est tout à fait humain par ailleurs, hein, bien évidemment. Mais voilà, on peut tous y être à certains moments. Et à nouveau, hein, quand l'altérité, quand la possibilité, la possibilité pardon, de penser l'autre dans sa différence a déserté notre regard, tout est permis. Alors, je ne vais pas revenir sur l'actualité, on est tous saturés d'actualité, mais malheureusement, on voit bien les catégories qui président à certaines politiques. Et bien évidemment, je vais quand même vous donner un petit exemple, et puis après j'irai sur la personnalisation, mais parce que celui-là, il me tient à cœur et il m'a beaucoup marqué. Lorsque j'étais étudiant, donc à la fin des années 90, c'était à Nancy et je passais beaucoup de temps à la bibliothèque universitaire de Nancy et des collègues historiens, ou plutôt des futurs collègues, parce que moi je n'étais qu'un étudiant à l'époque, eh bien, avaient rencontré d'anciens nazis, mais pas n'importe lesquels en fait, hein. C'était des commandos où la spécificité était de tuer à l'arme blanche. Et ils avaient rencontré ceux qui étaient devenus des papys, une petite barbe blanche. Ils n'avaient jamais été inquiétés, hein. Ils avaient échappé, ils n'avaient jamais fait de prison, etc. L'Allemagne s'est reconstruite de toute façon, voilà, hein, avec aussi ces personnes-là. Et ils font des entretiens de recherche. Donc moi, je suis un vendredi après-midi à la bibliothèque de Nancy. Je suis étudiant et je commence à lire les comptes rendus d'entretien, les analyses des historiens. Et en fait, ils n'ont jamais, euh, comment vous dire, ils n'ont jamais vécu et ils se sont jamais remis en cause. Ils n'ont jamais eu de scrupules.
Et il ne témoignait d'aucun remords. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Comment c'est possible? Ils étaient devenus des papis, des petits-enfants, etc. Et là, les historiens, et grâce au récit des historiens, racontent qu'en fait, ils croyaient encore en leur catégorie. Ils avaient tué de la vermine. 60 ans après, ils pensaient encore, 50 ans après, ils pensaient encore ça. Donc il y a des catégories qu'on, c'est la vie dure, on le sait toutes et tous, mais il y a des catégories qu'on incorpore tellement, qu'on croit tellement vraies, qu'elles ne bougent jamais en nous. Il me semble que c'est assez rare, mais bon, plus ou moins. Mais là, vous voyez que, et finalement, ils n'avaient jamais fait de thérapie pour aller mieux. Hein. C'était même pas le souci. En fait, ils étaient encore convaincus qu'ils avaient débarrassé l'espèce humaine de la vermine. Donc eux, ils n'étaient pas assaillis par le remords et les regrets, hein, par la culpabilité, hein, pas du tout. Donc on voit que la catégorisation radicale, alors, elle nous solidifie identitairement, mais par contre, elle nous empêche d'avoir des remords. Un certain nombre aujourd'hui, certainement d'acteurs politiques centraux dans ce monde, sont typiquement dans cette logique d'identification de l'autre. Alors, une fois qu'on a mis des mots sur l'humanisation et la catégorisation, eh bien, il reste la personnalisation. La logique de personnalisation est donc une logique aussi tout aussi importante hein, que les logiques d'humanisation et de catégorisation. La logique de personnalisation, comme son nom l'indique, nous permet d'accéder à ce qui fait que l'autre est une personne singulière, unique au monde. Cette logique de personnalisation, elle est importante dans les sociétés contemporaines, dans nos sociétés actuelles, parce qu'on attend bien toutes et tous d'être reconnus, pas seulement comme des catégories, mais comme des personnes. Et d'une certaine façon, c'est un fait social majeur de nos sociétés, parce que dans les sociétés contemporaines qui sont saturées d'informations, saturées de modèles identitaires, saturées de repères, de référentiels, etc., eh bien, il revient à une seule instance de donner du sens à nos vies, dans une très large mesure, et cette instance, c'est nous-mêmes. L'instance ultime qui décide ce qu'on veut être, qui trie, qui sélectionne, qui nous permet de savoir qui l'on est, ce n'est pas la société, ce ne sont pas les institutions, vous savez bien, c'est nous-mêmes, ce qu'on appelle l'individuation ou l'individualisation. Ça ne veut pas dire qu'on est égoïste, hein. On peut donner du sens à notre vie en tant qu'individu, de façon égocentrée, si vous voulez, et décider de donner du temps, de donner tous les mois à une association, etc. Donc, une société individualiste, comme on dit souvent, on la confond avec l'égoïsme, c'est bien plus compliqué que ça. L'important, c'est que c'est nous qui décidions. Et donc, vous, moi, on se vit comme des individus singuliers, on se vit comme des personnes, et ce qui est fondamental dans notre vie, c'est notre identité personnelle. Et on revient à la question du sens. Cette question du sens qui est si humaine. Et je donne du sens à ma vie. Et dans cette identité personnelle, eh bien, je vais m'appuyer sur un certain nombre de moi, ce que j'appelle des supports identitaires, c'est-à-dire des supports qui me permettent de supporter ma vie, de la rendre supportable. Je m'appuie dessus précisément pour justifier celui que je veux être et surtout celui que je suis, mais aussi celui que je veux être. Et lorsque on n'est pas reconnu en tant que personne, lorsque l'autre, par exemple, s'arrête à des catégories, et qu'on aimerait bien qu'il reconnaisse, eh bien quoi? Ma complexité, le fait que je ne suis pas qu'une catégorie ou deux catégories, eh bien on a envie des fois de crier sur l'autre, envie de dire, mais enfin, tu vois pas que je suis autre chose? Qu'est-ce que tu projettes sur moi? C'est vrai au travail, c'est vrai dans la vie de couple. Je me rappelle avoir fait des entretiens avec des femmes qui venaient tout juste de divorcer. Il y a une dizaine d'années, ça m'avait beaucoup marqué, ça. Et une femme, elle lui disait très très bien. Elle me disait, vous savez, moi, monsieur Marshall, j'étais chez moi et j'étais la femme de mon mari et la boniche de mes gamins. Et moi, je voulais le faire comprendre. Alors, je dis avec mes mots, mais c'était ça. Elle a dit comme ça. Je vais l'analyser, hein, mais vous allez comprendre tout de suite et vous comprenez certainement. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Moi, je voulais leur faire comprendre que j'étais une personne. Moi, j'avais 50 ans. Juste, les gamins, ils allaient partir faire leurs études. Et finalement, il y avait des repas le week-end. Tout le monde me réduisait à ces deux catégories, à ces deux identités sociales, à ces deux catégories. Et elle me dit, c'est insupportable. Le mot est lâché.
C'est insupportable, je ne peux pas m'appuyer sur ces deux supports identitaires que des proches que j'aime, hein, plus ou moins, parce que je peux être en colère. Je ne peux pas m'appuyer dessus pour me définir, parce que si je me réduis à ça, ma vie n'a plus de sens, je ne sais plus qui je suis, angoisse, sentiment de vide, je vais pas bien, je dors mal, je prends des médocs, etc., etc. Et donc elle décide de partir du foyer familial. Il y a aussi de très beaux romans là-dessus, des écrits littéraires, etc. Donc on voit que la logique de personnalisation, c'est une logique qui prend certainement de l'importance aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines, qui que l'on soit ou que l'on soit, et quel que soit le domaine professionnel dans lequel on est, parce qu'on entend bien toutes et tous et reconnu, être reconnu en tant que personne, en tant que personne. Et, euh, et pour cela, on attend, on dévoile parfois à l'autre quelques éléments de notre identité personnelle, de ce que moi j'appelle notre logement intérieur, qui est complexe, hein. Il y a de multiples pièces, hein. Et puis il y a notre passé, un passé plus ou moins conscientisé, des fois un passé très peu conscientisé. Il y a nos rêves, nos projets, nos fictions identitaires, nos aspirations, ce qu'on a envie d'être, qu'on n'est encore pas aujourd'hui. Il y a la façon avec laquelle je suis aujourd'hui, la façon avec laquelle je me présente. Moi, je me présente à vous d'une certaine façon, etc. C'est important pour moi. Et j'ai une face, comme on dit en sociologie, hein, Erving Goffman, la face, surtout en visio, hein. La face se réduit à pas grand-chose. Vous ne me voyez pas debout, vous ne me voyez pas. Oh, vous me voyez un peu bouger avec mes mains, mais et je vous propose une face. Mais cette face, c'est moi, c'est ma personne. Je ne suis pas qu'un enseignant. J'essaie de vous faire passer aussi des émotions qui appartiennent, qui font partie de ma vie, mais qui aussi disent quelque chose de ma sensibilité, de ce que je suis. Et finalement, on voit bien que l'identité de sociologue ou d'enseignant et en chercheur à l'université, eh bien, elle est encastrée, elle est enveloppée aussi d'autres identités qui participent de ce que je suis et qui d'ailleurs font certainement que je suis devant vous cet après-midi. Et pour comprendre, par exemple, les motivations au travail, pour comprendre ce que vit l'autre, il faut bien qu'on ait certains éléments de ce qui constitue l'identité personnelle de l'autre. Parfois, il ne faut pas beaucoup d'éléments. Il nous faut peu d'éléments sur la vie de l'autre pour comprendre qui il est personnellement. Je vous prends un exemple. Je reviens à l'hôpital si vous voulez bien, parce que c'était extrêmement parlant. Quand je faisais des entretiens collectifs avec des infirmières, elles me disaient, vous savez, nous, on se protège, ce sont des patients, puis c'est tout. Dans le quotidien infirmier, bien évidemment que c'est pas ça. Une infirmière arrive, elle est entre catégorisation et personnalisation. Et des fois, il y a même des injonctions contradictoires, parce qu'on dit à l'autre, bah alors, monsieur Martin, il faut prendre vos médicaments. Bah, c'est pas bien, donc il faut qu'il soit un bon patient. Et en même temps, on ne veut pas qu'il ne soit qu'un patient. Parce que pour que monsieur Martin il rebondisse, l'infirmière va dire, par exemple, bah, monsieur Martin, il faut rebondir. Bah, pensez à vos enfants, monsieur Martin. Ils sont mignons, vos deux enfants. Puis votre petite femme, moi je l'ai vue, elle est super. Donc là, il n'est plus impatient. On lui parle en tant que père, papa, et on lui parle en tant que mari. Et donc là, on voit bien que on peut tous, plus ou moins, être des fois dans des injonctions paradoxales, parce qu'on attend de l'autre qu'il soit uniquement en identité sociale, en l'occurrence un malade, et puis par ailleurs, on veut aussi que ce soit une personne. Mais là, on voit bien qu'il y a quelques éléments qui composent sa personnalité, très peu, mais qui permettent de personnaliser la relation, qui permettent de dire à l'autre ce sur quoi il peut s'appuyer pour effectivement rebondir, ce que j'appelle moi un support identitaire qui lui parle. Et là, dans cette logique de personnalisation, on n'est plus dans la sympathie. Nous ne sommes plus dans la sympathie. Nous sommes dans toutes et tout ce qu'on connaît bien, l'empathie. La sympathie ouvre sur l'universel. La sympathie m'ouvre sur ce qu'il y a de commun entre tous les êtres humains, de fait, qui relève de la condition humaine. L'empathie, elle m'ouvre sur le personnel de l'autre, sur le volet et le versant personnel de ce qu'est l'autre. Elle m'ouvre sur une compréhension effectivement de l'autre en tant que personne, parce que, pourquoi? Bah, parce que je sais sa vie, quelques éléments de sa vie. Imaginons, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, et que Johan, tu m'écris un message juste avant cette réunion, Hervé, de 14h45 à 15h15, je ne serai pas avec vous parce que j'ai ma maman qui est malade, qui est à l'hôpital, etc. Parce que je vais faire une vidéo avec un proche qui vit des choses très compliquées. Tu vas me dire quelques éléments de ta vie personnelle qui vont me permettre d'être en empathie avec toi, non pas de te catégoriser, mais bien de comprendre ce que tu vis sur un plan personnel. Et tu vas me donner quelques informations de ta vie personnelle. Effectivement, pourquoi? Eh bien, pour que je puisse être en empathie avec toi.
Donc on voit que la sympathie ouvre sur l'universel, l'empathie sur le personnel. Et cette empathie, elle est fondamentale à nouveau dans nos sociétés contemporaines. Et ce qu'on attend de finalement, bien souvent aujourd'hui de l'autre, je vous l'ai dit, mais j'insiste et j'enfonce le clou, c'est de lui dire, mais je suis plus que ce que tu projettes sur moi. Et l'autre, s'il est important pour moi, si c'est un support identitaire significatif, comme on dit très souvent en psychosociologie, si c'est un support important, mais j'attends effectivement qu'il entende que je ne suis pas effectivement une seule identité sociale, parce que c'est impossible de me réduire à cela. On entend être reconnu dans notre dignité. La dignité, c'est quoi? C'est ma dignité en tant que personne humaine. La philosophe Simone Veil, je pense à elle cet après-midi, je ne sais pas pourquoi, euh, elle avait vraiment de beaux propos là-dessus. Être respecté en tant que personne et aussi en tant qu'être humain, elle le disait très très bien, d'où la notion très belle de personne humaine qui nous permet de conjuguer à la fois la personnalisation et l'humanisation. Alors, cette logique de personnalisation, eh bien, elle nous rappelle que nous sommes par exemple des êtres de parole. La langue, ce n'est pas la parole. Ici, toutes et tous, nous parlons le français. Mais aucun d'entre nous ne parle le français exactement de la même façon. Nous parlons le français de façon singulière. Je prends un petit exemple, hein, au début que j'étais enseignant, c'était une sorte de bisoutage. J'avais un amphi avec 600 étudiants et j'ai la très mauvaise idée de leur demander une dissertation. Vous faites ça une seule fois dans votre vie, hein, parce que 600 dissertations sur votre bureau, ça vous calme, hein. Puis alors, mais par contre, ça a été une leçon formidable parce tous les étudiants et les étudiantes parlaient la même langue. Ils avaient reçu le même cours, 600 copies différentes. Nous sommes bien des êtres de parole, à dire que nous déclinons de façon singulière, très personnelle, notre rapport au monde. Et il faut comprendre les paroles de l'autre, qui ne sont jamais réductibles à une identité linguistique, à une seule identité sociale. Par exemple, à l'identité de français, etc. Ça ne suffit pas. Et ces paroles, elles nous ouvrent sur l'espace intérieur de l'autre, sur ce logement intérieur de l'autre. Et dans une société où effectivement, nous entendons et nous attendons, mais nous entendons et être reconnus en tant que personne, eh bien, on veut être reconnu en tant qu'être de parole, avec notre univers à nous, avec le sens que nous donnons à ces paroles. Et si ce n'est pas le cas, ben, il y a bien souvent de la souffrance, il y a bien souvent un sentiment de non-reconnaissance qui aussi, bien évidemment, peut se traduire par un sentiment, alors pas toujours, hein, mais comme souvent, aussi de non-existence. Vivre, vivre n'est pas exister. Moi, je ne suis pas d'accord avec certains philosophes là-dessus qui nous disent exister est une chose, et en fait, ils disent l'inverse. Mais non, on vit toutes et tous. On est tous des êtres vivants. Mais est-ce qu'on a un sentiment d'exister? Est-ce qu'on parvient à s'éprouver dans son espace de sens personnel? Est-ce qu'on parvient à donner du sens à ce que l'on est pour finalement savourer son existence? C'est pas rien, ça. Moi, ça me plaît beaucoup. Par exemple, pour être convaincu que sa vie vaut la peine d'être vécue. Pour comprendre ça, il faut bien comprendre effectivement l'univers de sens de l'autre, comprendre les paroles à travers lesquelles il se décline. Et donc, on voit bien quelle importance ça a aujourd'hui. Des fois, il faut du temps. Vous le savez très bien pour beaucoup d'entre vous. Il faut du temps. Mais parfois, il ne faut pas de temps. L'autre, il va s'ouvrir, mais de façon excessive dans sa personnalité, à tel point d'ailleurs qu'il peut se faire influencer, manipuler, etc. Donc, et là, des fois, c'est là qu'il faut aussi s'auto-catégoriser et revenir à une sorte de tension. Mais on voit bien que, vous voyez, que cette prise en compte de notre identité personnelle, elle est centrale aujourd'hui et elle correspond à un processus social fondamental. On voit bien que dans la relation de soins aujourd'hui, par exemple, si je reviens à cet exemple, ce n'est plus seulement l'hôpital qui décide de ma mort. Il y a des personnes de confiance, c'est la loi qui dit ça. À dire, moi je suis par exemple la personne de confiance, enfin peu importe, mais d'une proche, et elle a été très très malade, donc j'ai été convoqué, et en fait, j'étais plus important que l'institution.
il y a un respect de l'identité personnelle de l'autre. Et on vous écoute, monsieur Marshall. Cette personne-là, elle vous a dit quoi, etc. Parce qu'on pensait vraiment qu'elle allait mourir. Elle n'est pas morte. Et je lui dis, voilà ce qu'elle m'a dit. Donc c'est bien ce qu'a dit la personne avec ses mots qui est fondamentalement important, le respect de la dignité de l'autre jusqu'à la fin, dans la fin de vie. C'est ce qu'on appelle, nous, un processus en sociologie de désinstitutionnalisation. C'est pas dire que les institutions ne sont pas importantes, c'est dire qu'on n'a pas le même rapport aux institutions. Les institutions sont fondamentales dans notre vie. Vous êtes ici, on s'est décliné selon des identités, notamment professionnelles, donc il y a bien des institutions dans notre dos. Mais pas seulement. Parce que Johan, tu as bien mis mon nom et mon prénom. Intéressant ça. C'est pas mis sociologue. C'est pas mis Université de Bourgogne. C'est bien mon prénom Hervé Marchal. Et donc là, il y a bien une déclinaison, finalement, de mon identité, pas seulement sociale, civile, mais aussi, quelque part, de mon identité personnelle, parce que mon prénom, c'est bien Hervé, je ne suis pas n'importe quel Hervé, tout comme il n'y a pas n'importe quel Joris, Johan, Sandrine, etc. Donc vous voyez que c'est pas rien, et simplement pour bien enfoncer le clou sur cette logique de personnalisation, on voit bien aujourd'hui que lors des enterrements, par exemple, la reconnaissance de l'autre et le respect de l'autre en tant que personne est fondamental. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas l'institution religieuse quelle qu'elle soit, alors, dans mon cas, ce serait plutôt l'Église catholique, mais qui décide de l'enterrement. Mais non, on entend faire en sorte que l'autre soit respecté dans son identité personnelle. Je vais prendre un exemple. Moi, ça fait très longtemps que mon père n'est plus là, mais je m'en rappelle très très bien. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que je peux en parler certainement aujourd'hui avec beaucoup de sérénité, parce qu'on a respecté son identité personnelle. On a dit au prêtre, et c'est très courant aujourd'hui, mais on a dit au prêtre, mais non, il était musicien, c'est ça qu'il aimait, et il faut respecter son univers intérieur de sens. On est passé, nous on dit en sociologie, on est passé du rite impersonnel, collectif, à la cérémonie individuelle. Hein, pour la petite histoire, voilà les concepts ici qui se jouent. On est passé du rite à la cérémonie. C'est pas dire que les rites sont pas importants. Les rites sont hyper importants. Mais tout à l'heure, le rite, quand je vous dis bonjour à toutes et à tous, et je vous ai redit bonjour, le rite, c'est quoi? C'est comme faire comprendre à l'autre qu'on sait qu'il existe. C'est comme pas rien, hein, quand même. Hein. Et le rite, aujourd'hui, de plus en plus, tend à se personnaliser et à des cérémonies de reconnaissance personnel de l'autre. Donc vous voyez que cette logique de personnalisation, donc elle me semble importante. J'ai simplement, Johan, moi je n'ai pas, toi tu as le timing, combien me reste-t-il de temps? J'allais te dire si tu peux aller vers la conclusion pour en Voilà, 5 minutes. eh ben voilà, c'est parfait, Merci. parfait, parfait. Euh, et donc bien sûr, on va échanger là-dessus. Simplement, pour terminer sur cette logique de personnalisation, moi quand je parle d'accéder à l'espace de sens personnel de l'autre, alors vous allez me dire, c'est pas toujours un espace de sens, des fois c'est un espace de non-sens. Hein. Des fois on est en chantier, faudrait mettre, moi je suis en travaux, je sais pas trop qui je suis. Hein. Et des fois on voit bien, et vous savez très bien, et plus que moi, quand on est avec certains, par exemple, moi je pense à des jeunes, on vient de terminer une recherche pour le dispositif Chez soi d'abord jeune. Alors il y avait de jeunes personnes, l'identité personnelle, c'est hyper chaotique. C'est vraiment en chantier. Moi, je parle de logement intérieur, mais là, il n'y a même pas de cloison, etc. C'est compliqué. Il y a un passé traumatique, vient dans le présent. C'est nos futurs. Puis à un moment donné, on construit quand même un futur, etc. Donc, mais la plupart du temps, on parvient quand même à se structurer. Donc, c'est ça l'espace de sens personnel de l'autre et accéder à cette reconnaissance personnelle. Alors, une fois que nous avons en tête ces trois logiques d'identification de l'autre, humanisation, catégorisation, personnalisation, eh bien, se dessinent effectivement les contours de ce que j'ai appelé une relation humaine éthique. C'est bien une relation humaine éthique et pas une relation humaine morale. Une relation humaine morale, elle enferme l'autre dans nos préjugés, nos valeurs et nos catégories morales. Une relation humaine éthique nous permet effectivement d'accéder à l'épaisseur de l'autre, elle nous permet de considérer l'autre à la fois comme être humain, comme être, par exemple, culturel, j'y suis pas allé, mais dans les catégorisations, il y a bien sûr des catégorisations culturelles, et c'est très bien. Très bien, des fois on a envie d'être reconnu dans son identité culturelle. Comme être culturel ou catégoriel, si vous voulez, être social.
mais aussi l'autre en tant qu'être personnel. Nous sommes à la fois des êtres humains, des êtres catégoriels, avec des identités sociales, sociaux, si vous voulez, dans ce sens, et des êtres éminemment personnels. Et une relation humaine éthique repose sur un art, moi ce que j'appelle un art, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette, et que c'est pas facile, mais que c'est passionnant à mettre en œuvre. C'est un art de la conjugaison de ces trois logiques d'identification. Un art de la conjugaison de ces trois logiques d'identification, et ça permet, alors c'est ma petite formule à moi, hein, mais ça permet de conjuguer l'autre singulier au pluriel. Vous voyez, l'autre singulier, je le conjugue au pluriel. Johan, dont le visage s'affiche, là, devant moi, dans mon ordinateur, Johan, je peux à la fois te percevoir comme un être humain, dans ta condition universelle d'être humain, dans ce que tu vis. Je peux te voir comme un professionnel. Voilà, moi, c'est plutôt le Johan professionnel auquel j'ai accès. Mais je pourrais aussi te voir comme un être humain personnel, auquel cas je vais faire attention à tes lunettes, un peu à ton suite, etc. Je vais faire attention à des éléments personnels auxquels j'ai accès. J'en ai pas beaucoup, mais je viens de voir que tu as sur l'index une alliance, etc. Tu vois, et j'ai un autre regard sur toi. Et je fais attention à d'autres choses. Et ce sont des déplacements du regard très concrets pour moi. Et pourquoi je vous ai proposé ça cet après-midi? Parce que pour moi, avoir en tête ces trois logiques d'identification de l'autre, c'est une méthode. C'est une méthode, ça veut dire ça permet de cheminer, hein, une méthode, méthodus, hein, c'est un cheminement, et articuler, conjuguer ces trois regards sur l'autre, ces trois logiques d'appréhension de l'autre, bien effectivement permet d'échapper, vous avez bien compris, à toute catégorisation, toutes les catégories identitaires radicales, etc. Et me permet d'être dans une relation d'altérité, donc d'où tout le titre du livre, Décloisonner les identités. Et c'est bien penser l'altérité, et ça nous permet de ne pas être convaincus de nos propres a priori. Ça nous permet de ne pas être enfermés dans notre incuriosité. Ça nous permet de nous révolter contre les réductions et les mutilations identitaires de l'autre. Ça, c'est l'homme révolté de Camus. Il disait bien souvent, on ne voit l'autre que comme une silhouette, et on pense qu'il n'est qu'une silhouette, et Camus était en colère contre ça. Je partage totalement cette révolte, totalement, et j'essaie de me l'appliquer. Donc voilà, c'est ça une relation éthique au sens fort du terme. Je ne sais pas s'il n'y a que ces trois catégories. Moi, c'est celle que j'ai essayé de nommer, de visibiliser durant 25 ans de recherche, mais je n'ai absolument pas la prétention de vous dire qu'il n'y en a que trois. J'en vous en propose trois parce que j'en ai pas d'autres. Mais en tout cas, c'est déjà pas mal. Voilà, ça permet de penser une relation éthique. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour l'invitation et votre attention et on va discuter ensemble. Merci Hervé. Hop, je mets mes petits pouces comme ça là, qui naviguent sur l'écran. Je me suis noté deux, trois petites questions, mais je propose d'abord de vous laisser les participants réagir, poser des questions, demander s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, voir s'il y a des choses dont vous vous demandez comment je peux prendre en compte ce genre de témoignages et de réflexions dans le cadre de mon boulot. Et bien sûr, même dans le cadre perso, pourquoi pas. Mais voilà. S'il y en a qui veulent se lancer, vous allumez le micro et vous n'hésitez pas. Et tiens, ça sonne. Mon chrono sonne les 5 minutes là. Il reste. Ah, faut digérer hein, déjà. Ok. Bon, moi je me lance alors dans deux, trois petites choses comme ça. Déjà, je me suis demandé si Hervé, si le propos que tu tenais, donc on peut imaginer relations humaines, éthiques et Mm, être dans des formes d'identification de l'autre à travers mm, l'humanisation, la catégorisation, la personnalisation. mm. Je me demandais si ça pouvait se prêter à des institutions, à des structures, à des organisations. Oui, C'est-à-dire, parfois, les uns, les autres sont maltraités par oui, là où ils travaillent ou même des fois dans les milieux militants, etc.
Et je me demandais si on pouvait étendre le propos ou imaginer une dimension autour de la part des institutions dans cette forme d'identification de l'autre, sachant que même dans les structures, bah, il y a toujours des gens, ça passe toujours par des gens. Mais bref, peut-être que tu as des Hum, réflexions là-dessus. Et puis je t'en partage une autre, et puis je m'arrêterai là. C'est sur la partie catégorisation. Parmi nous, il y en a pas mal qui bossent sur la lutte contre les discriminations. ouais, Et effectivement, il y avait un des propos que j'ai bien retrouvé dans ce que tu as dit, qui consiste à dire, nous catégorisons tout le temps. hum, Voilà, en face de moi, j'ai une femme, un homme, un petit, un gros, un noir, un blanc, bon, un intelligent, bon, etc. Et que c'est pas forcément grave. Effectivement, non, c'est bien de considérer que on le fait, quoi, hum, et point, quoi, plutôt que de se flageller parce que on a le hum, sentiment de catégoriser, de juger en permanence. Bah oui, c'est ce qu'on fait. hum, Et donc ça m'a un peu, voilà, ça a fait du lien avec ce qu'on entend dans nos missions autour de la lutte contre les discriminations. Et juste, je me disais que effectivement le risque, alors tu l'as pas dit comme ça, mais moi je l'ai traduit comme ça et je vais vérifier si j'ai bien compris. Le risque d'une catégorisation un peu trop radicale, c'est d'essentialiser les gens à travers hum, ben, justement ce choix de catégorie. hum, Ça, j'aimerais que tu me le hum. confirmes ou voilà, que tu commentes cette traduction que j'ai faite. Voilà, j'ai un ou deux autres trucs, mais je te laisse peut-être évoquer ça et puis si d'autres personnes aussi veulent dire des choses. Oui, merci beaucoup. Oui, oui, je vous ai balancé ça. Moi, c'est toute ma vie de chercheur, mais je peux bien comprendre que des fois, en 40 minutes, là, ça peut un peu, il faut un peu de temps, comme tu dis. Oui, oui, dans les institutions, Johan, bien évidemment que c'est important euh, de conjuguer ces trois logiques et d'avoir une logique aussi de personnalisation. En ce moment, parmi mes étudiantes en doctorat, il y a une cadre infirmière qui est un peu plus âgée que moi, hein, donc elle a 30 ans de métier, hein. Et en fait, elle a autour d'elle du turnover, des gens qui démissionnent, du burn-out. Et elle est venue me voir un jour, elle me dit, je la vois en cours en M2 en fait, hein, bref, en Master 2, et elle me dit, j'aimerais comprendre tout ça. Et là, elle fait des entretiens, plein d'entretiens. Et en fait, dans un hôpital où finalement on réduit l'autre effectivement à une identité professionnelle, en plus, alors je vais assumer totalement mes propos, mais on est dans une crise d'excellité aiguë, hein. Et on a des tableaux Excel, on pense que c'est la réalité. C'est vrai pour vous, c'est vrai pour moi à l'université. Et donc, je ne suis considéré que comme une professionnelle, mais le problème, c'est qu'au travail, c'est pas notre identité professionnelle qui nous motive, c'est nos valeurs, c'est notre socialisation, c'est nos fictions identitaires, c'est nos idéaux. Et en fait, elles sont devenues infirmières, et notamment Karine, mon étudiante, mais toutes ces femmes qu'elle interroge, et quelques messieurs, quelques hommes. Mais en fait, c'est absurde de s'arrêter uniquement à l'identité institutionnelle, parce que c'est pas l'identité institutionnelle toute seule qui donne du sens à notre travail. C'est vrai pour vous et c'est vrai pour moi. Mais si je suis, mais je vais être très clair et moi être très cash. Johan, tu m'as contacté. Moi, je fais pas mal de conférences, j'aime bien faire ça, etc. Mais si je suis devant vous cet après-midi, je vous garantis, c'est pas parce que je suis qu'universitaire, hein. Mais sinon, je ne serais certainement pas devant vous cet après-midi. C'est parce que dans mes valeurs, il y a les valeurs de quoi? De partage, de faire connaître mon métier. Moi, s'en fout que ce soit ma vie ou pas, mais je m'en rappelle très bien, je m'étais promis, donc c'est mes valeurs à moi, c'est mes promesses à moi, personnelles. Je m'étais promis de ne pas devenir un universitaire coupé du monde, de faire uniquement des petits colloques feutrés entre collègues, prendre l'avion de temps en temps. C'est pas mon truc, je déteste ça. Et je n'ai aucune aigreur en plus. Voilà, hein, je suis directeur d'une belle structure, j'ai fait une super carrière, j'ai aucune aigreur. Mais donc c'est mes valeurs à moi, c'est mes promesses personnelles. Et c'est bien ce qui me motive. Et Johan, tu poses une question, mais essentielle, dans les institutions, et c'est vrai à l'université, mais finalement on étouffe. Et parfois on en crève au sens, tu sais, vous savez, on se dégonfle, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a plus de sens, on perd du souffle, on perd de l'énergie. Donc on crève au sens strict du terme. Mais de quoi? Mais de ne pas être reconnu dans des choses qui donnent du sens à mon travail et qui font que je me lève le matin. Et par exemple,
Enfin, je vous donne un exemple, mais ce que je vous ai dit, moi, ça me touche beaucoup parce que ce matin, je suis allé voir une de mes agents, qui est un peu plus âgée que moi, puis je lui dis, voilà, bien sûr, ça va et tout, puis je lui dis, puis est-ce que tu comptes partir de la structure? Elle me dit, pourquoi tu me poses, elle me voit, hein, moi je suis le directeur, moi je la tutoie, bref, parce que ça lui va, c'est un compromis qu'on a trouvé. Elle me dit, mais pourquoi vous me dites ça, Hervé? J'ai besoin de savoir, parce que moi j'ai des projets à long terme et que je dois compter sur toi et que je t'apprécie, on travaille bien, et ce que tu viens de mettre en œuvre, c'est super, mais je voudrais connaître tes projets. Et ces projets, en fait, vous savez, j'ai 1 an et demi dans la structure, et donc je suis pas plus malin que les autres. Elle m'a raconté ce qui l'animait, elle m'a dit, je vais vous dire ce qui m'anime, moi. Oh. Et j'ai compris ce matin ce qui l'animait, personnellement. Mais donc, c'est pour ça qu'elle organise plein de choses dans ma structure. À dire que l'identité personnelle, elle encastre l'identité professionnelle. Et aujourd'hui, on se vit comme ça. Parce qu'on n'est pas qu'une identité professionnelle, sinon ce n'est pas supportable, vous voyez. Et donc, il y a un enjeu, c'est pour ça aussi que je suis très content hein, vraiment de m'exprimer devant vous. Mais moi, je le vis comme ça, moi. Mais là, maintenant, on est 45 là, cet après-midi dans la boutique, là, hein. 25 directement titulaires quand même, hein. Donc directement sous ma direction, et 45 dans la boutique. Je vais vous dire, hein, si vous comprenez pas ce qui les motive au travail, je vais avoir un absentéisme, etc. Et donc, on essaie de mettre ça en œuvre et aussi de conjuguer ces différentes logiques. Et donc, on voit bien qu'il y a une tension forte, effectivement, hein, vous avez bien compris, entre euh, des catégories, effectivement, qui doivent avoir cours, mais elles ne sont pas intransitives. Alors, j'espère que ça vous parle, hein, les mots, c'est comme une bonne paire de godasses, quoi, hein, ça nous parle, on les prend, on ne parle pas, vous ne prenez pas. Mais intransitif, c'est-à-dire, hein, vous savez, le verbe intransitif, il ne faut pas qu'il y ait de complément. Les catégories, elles doivent être complétées par d'autres choses. Nos catégories ne sont pas intransitives. Elles ne se suffisent pas à elles-mêmes. Et ça, c'est le piège. Et du coup, Johan, bien évidemment, le risque est d'essentialiser l'autre. Moi, je ne l'ai pas dit comme ça, mais c'est exactement ça. C'est d'essentialiser l'autre et en plus de croire que parce que, que ce que je projette sur lui, ce sont des identités essentielles, et moi, comme je les connais, j'ai tout compris de l'autre. Mais je me plante complètement. Je me plante complètement. Et puis un jour, ça donne, mais de toute façon, tu vas jamais écouter, et puis etc. Et puis ça pète, quoi. Parce qu'il y a un cri de l'identité personnelle. Je rigole, mais parce que c'est exactement ça qui se passe. Et vous voyez, moi, je suis pas. Et ce matin, je me suis dit, mais Hervé, oh, comment se fait-il que tu n'étais pas au courant de ce qu'il animait professionnellement? Et j'ai vu son visage. Vous voyez? Oh, le directeur, il a. Et c'était super. Et du coup, je suis resté 25 minutes dans son bureau. Et c'était un super moment. Donc c'était encore une bonne leçon. Et je le fais avec des agents plus loin de moi. Elle est tout près de. Alors, on n'entend personne, mais elle est tout près de mon bureau. Et c'est les deux personnes qui sont les plus proches de moi dont j'ai moins pris soin par rapport à tout ce que je vous ai dit. C'est une sacrée leçon, ça, hein. Vous voyez, ouais, ouais, c'est incroyable, hein, parce que j'ai l'impression que je les connais, parce qu'on le voit tous les jours, tout le temps. Je compte sur elle constamment. Et bien en fait, elle, 1 an et demi, elle n'a pas compris. Et donc, il faut se rappeler hein, cette importance de la personnalisation. Et si vous voulez allumer. Ouais, Jérôme, je vois ta main qui se lève, Jérôme Tricomi. Ouais. Merci Hervé de ton intervention. Euh, enfin, ce que ça m'évoquait en l'écoutant là, et on l'écoutait avec une collègue en discutant en même temps, c'est la limite que ça peut avoir sur la question des habitants en quartier populaire, qui Oui. sont à la fois un peu ce que tu disais, à la fois des individus et des totems. Oui. C'est-à-dire c'est à la fois des vraies personnes et en même temps, on se fait un totem de l'habitant, de ce qu'il doit dire, de ce qu'il doit être. Je me souviens d'en avoir discuté plusieurs fois avec des collègues, d'oublier un peu que, en fait, les habitants sont jamais juste habitants. Et oui. Et du coup, c'est chiant d'ailleurs, parce qu'ils vont être aussi ouvriers, ingénieurs, techniciens, Ouais, commerciaux, parents, des exactement. fois agents d'une collectivité, des fois militants associatifs, mais du coup, ça leur enlève pas leur qualité d'habitant. Et je trouve que c'était très marqué dans cette question très présente dans nos quotidiens de comment est-ce qu'on interagit avec les habitants, moi, je sais que ça m'avait surpris à l'époque, pas mal de choses. Genre, on a d'un côté les habitants, de l'autre côté les habitants qui sont dans des assos. Mm, C'est parce que on a mm. une crainte que ça soit pas le discours pur.
Mm. d'habitants. Et je trouve que ça donne des clés, en tout cas assez intéressantes pour Oui. approcher cette dimension-là, de se dire, oui, ok, Mm. bah, en fait, les gens ont des identités plurielles. Et on peut... et peut-être aussi, enfin, en termes plutôt actifs que réflexifs, du coup, c'est aussi la possibilité de se dire, mais en fait, quand on anime un territoire, euh, on peut pas le faire à partir de catégories préconstruites. Mm. On doit le faire avec ce qu'on a en vrai. Mm. C'est-à-dire que c'est pas, ça va pas marcher comme on l'a pensé, Mm. mais que si on a des habitants qui s'engagent très fortement sur un sujet, qui ont des expertises consolidées sur un autre, en fait, ça fait partie des cartes qu'on a en main et avec lesquelles on peut essayer de renforcer notre territoire plutôt que d'essayer de les refuser parce que ça marche pas dans nos catégorisations. Ouais. Oui, oui, Peut-être avant Jérôme. que tu réagisses, Hervé, comme il Bien y a une sûr. main qui se lève, je propose une deuxième intervention, questionnement. Joris. Ouais, Et alors puis après, après. c'est pas forcément dans la lignée de ce qu'a dit Jérôme, donc peut-être mieux répondre dans un premier temps, plutôt. Eh ben, si on veut. Vas-y. Ouais. Allez, Hervé. Oui, 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 merci Joris. Et donc, Jérôme, oui, oui, quand on parle de paroles d'habitants d'ailleurs, hein, c'est bien, on veut bien accéder à leur vécu, à leur perception, à ce qu'ils vivent intérieurement. Et on voit bien aujourd'hui, moi, quand je forme euh, moi, je travaille sur les modes d'habiter aussi, hein, moi, ça me parle, hein, Jérôme, ce que tu dis, hein. Moi, je travaille beaucoup, mais maintenant, j'ai travaillé sur le périurbain, je travaille beaucoup maintenant sur les territoires ruraux et semi-ruraux. Et finalement, il y a le territoire conçu et le territoire vécu. Après, on appelle ça territoire, territorialité, voilà, hein. Mais effectivement, on veut bien accéder au territoire vécu pour ne pas faire n'importe quoi, fonder des initiatives et même des politiques publiques, pourquoi pas, sur ce que vivent les gens. Et donc, pour cela, il faut bien accéder, effectivement, à leur perception, je dirais même à leur sensorialité, à leurs émotions, ce qui est important pour eux, à la façon avec laquelle ils se projettent sur le territoire ou pas, à la façon, et c'est quoi leur coin, par exemple. Moi, je suis un socio-anthropologue au début quand même de l'urbain et des territoires. Et le coin, c'est un chez-soi dans le chez-soi, c'est un chez-soi dans le monde. Et une personne, qu'est-ce qui fait qu'elle est à l'aise ou pas? Et pour ça, effectivement, il faut pas, il faut bien aller d'une façon ou d'une autre, dans l'univers de sens plus ou moins personnel, hein. Il ne s'agit pas de faire des longs entretiens psychothérapeutiques, psychologiques, etc., mais avoir des éléments qui nous permettent effectivement de construire à partir de ce qui est empiriquement vécu, à partir de ce qui est ressenti, à partir de ce qui est éprouvé existentiellement et pour aller loin, hein, mais moi je parle par exemple, aujourd'hui on parle nous en sociologie d'existentialisation du social, il y a une existentialisation du territoire ou du quartier. C'est-à-dire c'est bien évidemment nos vies sont territorialisées, mais c'est comme bien nos existences qui sont fondamentales et on attend de l'autre qu'il y ait que quand il me parle, qu'il m'écoute et ensuite qu'il y ait des résonances quand on fait quelque chose. Donc et alors, c'est pas dire qu'on ne peut pas s'arrêter à des identités sociales, mais parfois, la question à se poser, c'est quelle identité on choisit. Et je prends un exemple. Il n'y a pas longtemps, une ancienne étudiante, hein, qui a à peu près mon âge, qui me dit, Hervé, on s'adresse aux parents, on fait des initiatives et puis rien ne marche, etc. Et en fait, quand elle s'adresse aux parents, c'est des parents qui ont des difficultés. Et donc, ces parents-là, on s'adresse toujours, on les interpelle toujours en tant que parents, en fait, en tant que mauvais parents, hein, parce que leurs gamins, c'est pas des cracks à l'école, etc. Et donc, elles en ont ras-le-bol, ces femmes, d'être réduites à l'identité sociale de parents, de mères. Et donc, je lui dis, mais essaie de t'adresser à elles en tant que femme. Et ça vous parle, hein, je suis sûr que Jérôme, mais c'est-à-dire, elles savent, qu'est-ce qu'elles écoutent comme musique, elles savent faire de la cuisine, elles savent faire des choses, elles ont des idéaux, etc. Moi, je me rappelle, on avait fait au plateau de Haye, au du Lièvre à l'époque à Nancy, des émissions radio avec des femmes, justement, qui se déclinaient personnellement et qui étaient bien plus que des religieuses, musulmanes, arabes, femmes, mamans, ouais, maman, et c'était passionnant. Mais ça ne veut pas dire, à un moment donné, lorsqu'on a finalement quelques éléments, on peut aussi mobiliser une ou deux identités ensuite pour mener quelque chose. Tout est possible. Mais effectivement, on est là-dedans. Moi, je ne dis pas que c'est facile. Mais de toute façon, vous et moi, mais en fait, nous toutes et nous tous, dans les sociétés actuelles, si on attend d'être reconnu à minima à un moment donné comme une personne, il faut quand même bien se fonder sur, vous appelez ça des savoirs expérientiels, du savoir vécu, du ressenti, des émotions. Vous appelez ça comme vous voulez. Mais à un moment donné, il faut bien le prendre en compte. Sinon, ça ne peut pas matcher. C'est vrai dans un amphithéâtre à la fac, hein.
peut être un cours magistral, vous êtes uniquement prof, etc., vous les perdez, hein, vous vous ennuyez, vous êtes tout seul au micro. Hein. Et ben, la prochaine fois, il y a 50% qui ne reviennent pas la prochaine fois. Donc vous découvrez un petit peu, vous montrez que vous n'êtes pas qu'un enseignant, puis là, ah ouais, monsieur, donc ça me fait penser à ça, etc. Et là, ça commence à matcher. Ça doit passer par la case ego. Je ne dis pas que c'est facile, hein, Jérôme et toutes et tous, c'est pas facile. Et ça n'empêche pas qu'on peut ensuite identifier des identités collectives qui font sens. Pas de souci. Mais n'empêche que maintenant, elles doivent être fondées. Elles doivent être fondées d'une façon ou d'une autre sur deux vécus. Elles doivent raisonner, elles doivent parler. Et ça, c'est toute la complexité. Hein. Mais en même temps, c'est passionnant. Parce que si on touche, je terminerai là, hein, si on touche au vécu de l'autre, eh bien, parfois, il y a un engagement auquel on ne s'attend pas. Parce que je prends, il n'y a pas longtemps, j'étais sur un territoire, et puis, Monsieur Marshall, les gens ne s'engagent pas, etc. On fait des entretiens, et on est attentif au verbe prendre. Qu'est-ce que les gens prennent? Parce qu'on est des habiteurs, hein, des preneurs. Moi, je parle souvent avec ces mots-là. Et finalement, on prend quoi? Eh bien, tiens, on va prendre l'énergie d'un lieu. Tiens, j'ai pris la route. Ah ben là, j'ai pris mon courage à deux mains. Ah ben là, j'ai repris l'éducation de mes enfants, etc. parce que j'ai une aide. Ah ben là, Voilà, donc il y a bien des choses que les gens y prennent. Il y a bien des choses ils ont des prises, etc. Et ça, à minima, il faut les comprendre pour essayer de faire quelque chose. Après, travailler avec des gens, et Jérôme, vous, ou plutôt je vais te tutoyer, ça ne te dérange pas, mais tu dois le savoir plus que moi. Parce que mais parfois, le problème, c'est que l'identité personnelle, elle a tellement été abîmée, esquintée par des discriminations, parce que j'ai intériorisé le fait que j'étais un pauvre, des fois que je suis en trop, que je n'ai pas grand-chose à dire. Ah là, c'est pas évident et ça prend du temps. Mais moi aussi, enfin, des fois, les gens ils me disent, mais en quoi ma vie vous intéresse? Ma vie, elle vous intéresse, vous? En gros, toi, le sociologue avec tes lunettes rouges, là, vous voyez, parce que c'est tellement qu'ils ont intériorisé le sentiment que finalement, ils sont pas importants, que leur parole, elle vaut rien. Eh bien, notre boulot, effectivement, c'est de reconstruire la légitimité pour accéder à cette parole. Je dis pas que c'est facile, hein, mais sinon, aujourd'hui, c'est l'exigence hein, sociale, hein, me semble-t-il. Voilà. Hervé, on va faire court pour la suite. Là, je vois qu'il est presque 15h30. Joris, Ouais. tu Ouais, c'est voulais juste. poser une question. Si on a encore une ou deux aussi, n'hésitez Alors, c'est pas. plus une remarque qu'une question, mais effectivement, ce qui est intéressant dans le propos, c'est un peu un rappel de la complexité. Le côté, j'ai noté, enfin, le savant mélange, dosage, le côté d'art, où en gros, on ne sait pas trop où on va, et puis d'un jour ou l'autre, on n'a pas la même posture. Ouais. Et je trouve que c'est clairement, ça va clairement, ça fait du bien, ça va clairement à contre-courant, ben, aujourd'hui, une posture un peu plus de simplification, radicalisation exacerbée, qu'en gros, choisis ton camp, un côté très binaire. Je suis végétarien ou chasseur, je suis pour le progrès ou attention, mettez pas un enfant devant un écran, sinon il va devenir aveugle, quoi. Complètement. Et je trouve que là, pour le coup, de rappeler un petit peu ce côté ben, qu'on est complexe Oui, en soi et que c'est pas facile et que c'est vraiment quelque chose, en tout cas, je trouve ouais, qui fait réfléchir autrement. oui, oui, Joris, merci. Et je me permets un tout petit commentaire. On est complexe et on est ambivalent. On a nos propres contradictions, toutes et tous. Au passage, ça rend humble, hein, enfin, parce que moi, je peux vous dire que je suis écolo, mais je vais monter dans ma bagnole tout à l'heure pour sortir de mon boulot. Je vais me mettre mon petit siège chauffant, vous voyez, parce qu'il ça caille à Dijon, et je vais mettre ma petite clim à 24 parce que j'aime bien avoir chaud. Et pourtant, je peux vous dire que je suis super. Non, mais donc on rigole de moi, pour rigoler de soi. Non, mais et on a nos ambivalences. Et Joris, ce que tu dis, c'est tellement vrai. Hein, quand on a, moi, avec mes étudiants, mais qui sont, hein, des fois aussi, je travaille avec l'IRTES de Bourgogne, etc. Et je leur dis, mais enfin. Mais il faut faire attention parce que ça, on est très péremptoire, etc. On a tous nos contradictions et des fois ils viennent de dire dans la même minute quelque chose de totalement contradictoire. Et je crois que ça permet aussi je me permets, alors ça n'engage peut-être que moi, mais un peu de moins se prendre au sérieux, quoi. Se dire, ok, moi aussi j'ai mes contradictions, quoi. Moi aussi, quand même, là, waouh, je suis quand même complexe, comme tu dis, et que cette complexité, elle est divergente, quoi. Hein. Mais voilà, on est tous plus ou moins faits comme ça. On n'est pas des êtres totalement cohérents et on n'est pas non plus totalement transparents à nous-mêmes. Hein. On ne sait pas toujours pourquoi on pense telle chose, on fait telle chose. Hein. Donc, voilà. Ok, je vois qu'il est 15h30. Est-ce que quelqu'un veut... Anita, je vois ton Oui. crayon se Oui, lever comme ça. Ouais, oui, ok. oui. Allez, ce sera la dernière, on conclut.
Non, juste, quand tu disais Hervé tout à l'heure, enfin, ce que disait Jérôme, ce que vous avez évoqué les uns les autres, ça me faisait penser, effectivement, des humains dotés de la parole. Ouais, Euh, ça me faisait penser, tu vois, des expériences qu'on avait menées, des actions qu'on avait menées avec des habitants avant les démolitions de certaines tours sur le quartier pour lequel je travaillais. ouais, Et cet attachement exprimé, ressenti, pleuré de la part de ces familles, adultes, enfants, papy, mamie, tout le monde dans le même bain, ils ont su le dire, ils ont su l'exprimer. Alors, soit avec la parole, quand certains le pouvaient, soit à l'écrit aussi. On avait travaillé avec eux aussi sur la mémoire, leur parcours de vie. Et je pense que c'est ça le plus complexe finalement dans nos approches, pas forcément dans nos métiers, mais dans l'approche que l'on a de l'autre, et d'être en capacité à la fois de leur laisser cet espace-là d'expression, de l'entendre, de l'assimiler, de l'avaler même, j'allais dire, parce que des fois c'est quand même un peu hard et difficile à entendre et à partager, parce qu'on est des éponges malgré tout, on a beau dire ce qu'on veut. Hein, on entend et on prend plein de choses hein, dans la tronche. Et franchement, tu vois, je me dis que finalement, c'est peut-être comme ça, en effet, qu'il faut qu'on ait, qu'on exerce nos fonctions, oui, là pour le coup, en tant que pro, tu vois, oui, oui, et oui, être en mesure de véritablement accepter l'autre. oui, Et ça fait du bien aussi à entendre. Et comme disait Joris tout à l'heure, c'est pas simplement binaire, quoi. Enfin, arrêtons de penser que c'est si ouais, simple que ça. On est forcément des êtres complexes parce ouais, qu'on a des sentiments, parce que voilà, on est constitué comme ça. Et comme je dis souvent, on va pas se refaire. Et c'est pas ouais, à mon âge, en effet, que je vais me refaire. Et je me retrouve beaucoup dans ce que tu disais tout à l'heure. ouais, Voilà, je voulais juste te le dire aussi. ouais. Merci. Et je vois que Nicolas, tu veux poser aussi, tu veux intervenir. Non, c'est les propos d'Anita qui me faisaient rebondir. Ah, Que très souvent, quand on parle politique de la ville, on parle dispositif, Mm, des trucs un peu abstraits, mais on est avant tout là pour travailler avec de l'humain. mm, tout à fait. Et ça fait du bien d'entendre ça des fois et de se remettre, parce qu'on est souvent très, comment dire, cadencé par le dispositif, par les agendas, par le calendrier, par machin, mais on est avant tout pour travailler sur de l'humain. Mm. Par les tableaux Excel, comme disait Hervé. Oui, 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 oui. Et simplement, par rapport aussi à ce que tu disais, Joris, hein, moi, le mot art, il est important. Parce que si c'est un art, il n'y a pas de recette. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à mettre en place et des choses qui sont assises. Mais n'empêche qu'il n'y a pas de recette définitive une fois pour toutes. Et vous le savez bien, toutes et tous, si on croit qu'il y a une recette, je pense que c'est la perfection. Mais moi, je dis souvent, la perfection, c'est la mort, quoi. C'est-à-dire, on se cimente nous-mêmes. Là, pour le coup, voilà. Et simplement, euh, pourquoi moi je mets beaucoup l'accent et ça rejoint aussi Jérôme, la question territoriale peut tout à fait s'articuler avec ça. Hein. Et pourquoi je mets beaucoup l'accent là-dessus? Parce que simplement, et je vais vous confier quelque chose mais c'est le chercheur qui parle, mais pas seulement, mais quand même, ça fait 10 15 ans que dans les entretiens, et je sais que vous le voyez aussi, il y a beaucoup de ressentiment. Et le ressentiment, ça va foutre nos démocraties en l'air si on continue. Non, mais je me permets, hein. Enfin, j'en suis. Et même là, avec des classes moyennes, moyennes supérieures, là, j'avais mon étudiante là, qui vient de faire tant 30 entretiens dans des maisons individuelles, il y a du ressentiment. Et ce ressentiment, je me dis, mais d'où il vient? Eh bien, il vient aussi du fait que précisément, on n'est pas entendu, reconnu, respecté, pris en compte, aussi dans ce qu'on est personnellement. Je n'ai pas la recette, moi je ne suis pas un magicien, mais tout ce que je sais, c'est que quand même, il va bien falloir à un moment donné qu'on prenne en compte, justement qu'on ne s'arrête pas. Le mot dispositif a été lâché, hein, par Nicolas, tu l'as dit. Mais à un moment donné, et moi je travaille pas mal d'élus en ce moment, ça, mais parce que, et on essaie de travailler là-dessus, sur des projets territoriaux, plutôt en milieu rural pour le coup, mais où on construit à partir de données sensibles, voyez, de données de terrain qu'on dit sensibles, vraiment, même intimes des fois. Et c'est nouveau pour moi. Hein. J'ai travaillé avec des artistes, etc. Enfin, c'est tout nouveau pour moi. Et je suis, voilà, mais on s'en fout que ce soit moi à nouveau. Mais on voit bien qu'on a besoin de ça. Et il y a même des dispositifs, Nicolas, en tout cas, j'espère bien, qui nous permettront de prendre du temps, hein, et pour avoir des données sensibles.
pour construire, cheminer à partir de données significatives qui font sens et qui parlent, quoi. Parce que sinon enfin, on va vers voilà, vers des choses qui sont pas très gaies. On le voit bien, nos évolutions du monde. Donc il y a une peur qui s'est invitée en moi, et ce ressentiment, c'est vrai que mais je sais que vous le voyez aussi, vous. Eh bien, l'enjeu, il est là. Il est là dans une relation humaine éthique. Qu'est-ce qu'on fait du vécu, de l'expérientiel, un savoir, un savoir. Et ça, c'est de l'existence qui fonde un sentiment d'existence. Et ça, on doit y accéder. Bon, voilà. Merci Hervé, merci à tout le monde. Avant de conclure, tu as évoqué au début de ton intervention l'idée que si j'avais eu une rage de dents, tu aurais pu être Oui, en sympathie, tout ça. oui, En fait, je oui. suis très malade depuis 3 jours et je suis malade comme un chien en fait là, à cette heure-là. Oh, Et ça m'a fait sourire. Et bon. je crois qu'après la visio, je vais me coucher, voyez-vous. Ça nous permettra de le catégoriser comme de vin également, quoi, du coup. Tout ça pour dire que je vous enverrai, alors peut-être pas aujourd'hui effectivement, mais la semaine Catastrophe. prochaine, des infos sur nos prochaines journées. Là, le 24 avril à Metz, le 16 mai sur l'agglo de Troyes, à la Chapelle Saint-Luc, et le 19 juin à Tomblaine sur l'agglo de Nancy. Il y a un petit lien pour ceux qui veulent prendre leur adhésion au réseau des SU Grand Est. Ça coûte pas cher, c'est 15 euros. Et si vos institutions, vos organismes, vos structures sont intéressés aussi, on peut voir, il y a d'autres modalités. Bref, je vous envoie les infos là-dessus. Merci d'avoir participé à ce temps, à l'AG avant pour ceux qui y étaient. Le week-end approche, je vous invite à en profiter. Aujourd'hui, c'est la journée de lutte de l'élimination des discriminations raciales. Et donc demain, partout en France, il y a des manifestations contre le racisme. Je vous invite à y participer aussi. C'est un peu en lien avec ce qu'on vient d'évoquer. Ouais. Voilà. Et puis pour ceux qui étaient là au tout début, vous avez eu droit à une musique d'attente. Eh bien, je vous la remets pour terminer. Et je vous dis au revoir. Et à bientôt. Retrouver, À retrouver bientôt. Bonne journée. vivre Au Merci revoir, alors Hervé. bonsoir. que les âmes se sentent Philippe. à la dérive. Au revoir. C'est un Au revoir. quartier Mimi. populaire. C'est le coin des affaires. Là où tout le monde s'appelle ma soeur ou mon frère. Si l'on n'a pas franchi les mêmes frontières.